C'est Noël. Encore une fois, merci de nous suivre. Merci et joyeux Noël à tous et à toutes de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux à nous suivre en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Vous nous suivez. Merci de votre fidélité à ce programme. Joyeux Noël à vous, en pleine santé. J'espère que personne ne nous regarde, en tout cas hospitalisé quelque part, parce qu'on vous souhaite la pleine santé. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parlera de quoi? Simplement de Noël, voilà, entre charité et cadeaux à offrir, et puis nos expériences personnelles de ce jour important de l'année, on en parlera. Et on fera une petite, juste après, une petite bifurcation. Enfin, on est obligé, hein, vous savez qu'on aime bien parler politique. Qu'est-ce qui nous intéressera? Ce sera l'AES. L'AES qui dit simplement, écoutez, ce 2 AO, votre délai de 6 mois ne nous intéresse pas. On en parle tout à l'heure. Et puis en seconde partie, on parlera donc avec M. Cablan qui fait des choses extraordinaires pour les enfants autistes. Et on terminera notre plateau avec les sans-papiers en Côte d'Ivoire. Le gouvernement décide de proroger de 3 ans l'obtention des papiers pour ceux qui ne l'ont pas. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. En ce jour de Noël, le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours un plaisir renouvelé. Joyeux Noël. Merry Christmas. Joyeux Noël. Pascal, joyeux Noël. Merci Christelle. Joyeux Noël à vous tous ici et puis à tous les téléspectateurs. J'aimerais, si vous le permettez, souhaiter un très joyeux Noël à mademoiselle Marie-Yolande Zeraka. C'est la responsable de la commission enfance de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand, qui tous les ans, avec le Père Curé, organise un magnifique Noël des enfants. Et j'aimerais la féliciter parce qu'au-delà de cet acte plein d'humanité, eh bien c'est une personne adorable pour les enfants. Joyeux Noël, Tata Yoyo, comme on l'appelle. Et puis, mes salutations chaleureuses au commissaire Jakalia et au lieutenant Thuo. Élisée, salutations et bonjour déjà, joyeux Noël. Bonjour Christelle, merci beaucoup. Bonsoir Élisée, c'est bonsoir. Ben, je pense qu'on ne s'est pas vu depuis le matin, donc bonjour, c'est pas aussi, voilà, on se voit négligeable. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour à tous nos téléspectateurs. Si vous permettez, je voudrais en tout cas adresser un coucou particulier à mes parents maternels. Mes oncles et mes tantes ont tiré mes oreilles. Ils disent que chaque fois que je prends la parole, je ne fais que saluer mes parents paternels de Beaucoin. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais adresser un coucou particulier à mes parents maternels qui sont originaires du village de Koubi, dans le département de Boisflé. Donc c'est des Yoret, Baoulé Yoret. Donc je voudrais les saluer et puis leur dire que je les porte dans mon cœur. C'est vrai, que je les ai jamais oubliés. Non, Monsieur Marius, la parole n'est pas encore arrivée vers vous. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Chers oncles, chères tantes, vous êtes dans mon cœur. Voilà, c'est pas faute de vous avoir oublié. Pogouin, Koubi, c'est la même chose. Marius Koboué, la parole est à vous. Merci Christelle. Donc toi, où tu as dit là, toi tu es baoulé. Joyeux Noël aux parents d'Élisée qui sont baoulés. Vraiment, je ne savais pas. C'est parents maternels, ne mélangez pas les choses. Et vous aviez raison de vous plaindre, parce qu'il a toujours battu campagne ici pour ses parents de Pogouin ou de Pogouin, je ne sais d'où. Mais précisément, je suis bel et bien. Donc tu as dit 100 baoulés qui coulent dans tes veines, tu es un petit-fils d'un Dieu-bas. Je suis ivoirien. Joyeux Noël aux téléspectateurs, joyeux Noël aux téléspectatrices. Barry, bonsoir, merci d'être là en ce jour de Noël. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Joyeux Noël à tout le personnel de Live TV. Et joyeux Noël aussi au bureau exécutif du Club des Amis pour la Culture Universelle. Et une association à laquelle je participe qui fait la promotion de la culture générale dans les établissements et dans la société. Joyeux Noël à tous mes frères et sœurs chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde. Alors, joyeux Noël aux femmes, à toutes ces femmes leaders de Lead for Her, de l'association Lead for Her. Joyeux Noël aux femmes formées de la fonction publique en leadership, en développement personnel, en technique oratoire. Et joyeux Noël, voilà, on va dire, à la Chambre des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et aussi, une fois n'est pas coutume, joyeux Noël à la Côte d'Ivoire entière, mais principalement aux habitants de Dabou et au village d'Akradio. Voilà, joyeux Noël à vous. Ce fameux village-là Dites-nous tout. C'est le village de mon père et de ma mère. Exactement. Akradio. Oui. Merci. Là où on allait prendre la Coupe d'Afrique. Je n'étais pas avec vous.
justement, dans cette belle ambiance, parlons de Noël, Pascal. Oui. Alors Noël, pour vous, ça représente quoi et qu'est-ce que vous avez fait justement ce jour? Écoutez, comme beaucoup d'entre nous, Noël, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire revenir certains des miens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc on est tous contents de se retrouver. Et puis, on a célébré Noël autour de notre maman parce que c'est le pilier vraiment de la famille. Beaucoup de chaleur, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Et puis, bien sûr, le traditionnel repas de Noël, très africain, très épicé, avec tous les bons cadeaux. Donc, voilà, joyeux Noël à toute ma famille, surtout à ma maman, à mon frère, à mes sœurs et à toute ma grande famille. Moi, je ne parle jamais de mon village. Je vais faire comme Élisée et Marius. Je salue tous les ressortissants de Béoumi. Ah, d'accord. Voilà, je suis Baoulé Godet et surtout du village de Golikro. Golikro. Père et mère sont de Golikro. Père et mère de Golikro. J'ai fait comme vous. Voilà. Élisée, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Noël, pour vous, ça représente quoi? Bon. Déjà, il faut dire que Noël, pour moi, a un caractère spirituel. Bien sûr. Voilà, parce que c'est un moment de recueillement, un moment de souvenir, un moment de rappel et de commémoration de la naissance. Mais c'est vrai qu'anthropologiquement, cela n'a pas été démontré. Mais on dit, éventuellement, ça devait être dans cette période-là que le Christ est né. Et donc, c'est un moment pour nous de recueillement et de prière, de remémoration de la naissance de celui-là que nous qualifions pour nous, en tant que chrétiens, de sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et après ça aussi, il y a ce repas familial-là qu'on a partagé en famille. Vous avez mangé cette quoi, rencontre Élisée? En famille. Mais vous voulez que je vous dise? Oui, pléba, c'est ça? Oui, allez-y. Mais comment vous avez su? En plus, vous avez tiré vrai. C'est parce que ça rime avec Pogouin? Non, mais pour cette fois-ci, le pléba... Non, mais cette fois-ci, le pléba était en dessert. Donc, il y a eu quelque chose avant le play. Alors, Élisée, pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas ivoiriens, c'est quoi le pléba? Le pléba, en fait, c'est le foutou de manioc avec une sauce gluante. Voilà, nous on appelle généralement la sauce longueur. Bon, dans le langage ivoirien, mais c'est une sauce gluante qui tire et qui est faite à base de 3 différents ingrédients. Il y a un arbre qui produit une écorce qu'on peut prendre pour rendre cette sauce-là gluante. Il y a aussi des petits pois, des gens de pois qu'on écrase et qu'on met qui permet. Et puis il y a ce que aussi les BT m'appellent aussi clé en fait, qui est plat, aussi qui permet à la sauce d'être longueur. Donc voici les 3 éléments qui permettent à cette sauce-là d'être des sauces longueurs. Donc avec le foutou manioc, qui est un repas très prisé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ouest montagneux, notamment à Pogouin. Il est souvent dégusté avec, comme il a dit, souvent du poisson. Voilà. Ça veut dire que les meilleures protéines, c'est les chenilles ou bien les grenouilles. Bon. Marius, laissons Élisée. Parlons de vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait justement aujourd'hui, Marius? Oui, mais aujourd'hui... Vous avez laissé les consommateurs un peu. Non, grand jamais. Justement, c'est pour les consommateurs que nous étions d'ailleurs... Vous battez tous les jours, effectivement. Bien entendu, pour naturellement les assister à une cérémonie à laquelle nous avons été conviés pour remettre des présents aux enfants. Nous avons donc parrainé un certain nombre d'activités à la demande donc de certains parents, de certains amis, de certaines connaissances. Mais c'est pas en famille? Ah non, la famille, ça vient plutôt en soirée. Et voilà, je me retrouve, pour la plupart du temps, ces grands jours de fête, on se retrouve, nous, en famille, plus tard, en soirée, après avoir servi les autres. Et donc, voilà, c'est toujours les autres qui passent avant notre famille. Ah, ça, il faut bien que nous sommes responsables et assez responsables des nôtres. Nous avons quand même une famille qui est bien gérée. Nous avons mis tout en place. Une épouse qui comprend, mais n'empêche que, oui, la famille comprend. La preuve, nous sommes sur ce plateau au moment où les uns et les autres sont chez eux, en train de festoyer. D'autres sont dans des bars, dans des maquis, entre amis, en train de festoyer, parler de tout et de rien. Mais le pays nous appelle. Ben voilà, mais nous sommes au boulot, voilà. Et c'est cela, justement, ce que je voulais expliquer. Merci beaucoup. Mais vous avez mangé quoi? Vous n'avez rien dit. Ah si. Dans toute cette affaire, non, on mange un peu par-ci, on mange un peu par-là. Bon, très souvent, vous connaissez les sauces habituelles. Moi, j'aime bien la sauce pistache et j'aime aussi la sauce graine avec un peu de gombo là-dedans. Vous n'aimez pas gombo sec. Vous n'aimez pas l'aubergine ou bébé la légende? Oh, ça, c'est chez moi. Je suis né avec. On m'a coupé les nombrils avec. Barry, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui en ce jour de Noël? Et Noël, ça représente quoi pour vous, Barry?
Noël représente la nourriture, hein, mon cher. Au moins, c'est clair. Oh my goodness, Marie. Voilà, avec les amis, on va manger. Et vous avez mangé? Oui, ça manquait, mais cette fois-ci, c'est pas braisé. Hein. Le cabato, oh, alors. Mon Dieu, Voilà, Barry et le poulet aussi, et la nourriture. Très bien. Aussi, voilà, depuis, nous, on est issus des familles musulmanes. Exactement. Voilà, et souvent conservatrices, mais vu que nous avons grandi avec des amis de différentes communautés, à l'enfance, on a grandi ensemble. Voilà, donc, chaque fois, on se retrouve quand c'est la Tabaski, c'est le Ramadan. On mange chez nous et vice-versa. La Saint-Sylvestre, le Nouvel An, Noël, on va manger chez les voisins. En fait, c'est pour dire quoi, l'homme, il doit être amour. Voilà. Et ce sont ces occasions-là, c'est à l'occasion de Noël, de certaines célébrations, qu'on raffermit les liens entre les différentes communautés. En fait, nos différences font nos forces. C'est cela, et c'est très très bien dit. C'est bien dit. Au-delà de tout ce qu'on a vécu donc en ce jour de Noël, il faut se rappeler quand même que le 20 décembre, il y a eu donc Abidjan Ville Lumière, cet événement extraordinaire qui existe depuis près de 13 ans. Mais cette année, la thématique, c'est la Côte d'Ivoire unie et triomphante. C'est magnifique de voir ces lumières, cette féerie, cette magie, voilà, qui a toujours le go avec la First Lady, la première dame de Côte d'Ivoire. Alors Pascal, vous avez regardé les images. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était magnifique, n'est-ce pas? Oui, vous voyez l'éblouissement là des personnalités qu'on voit sur l'écran. Oui. 4 jours après son anniversaire, celui de la première dame, je veux dire, c'est un magnifique cadeau qu'elle se fait à elle-même, mais surtout qu'elle fait aux Ivoiriens, puisqu'elle préside chaque fois cet événement en appuyant sur l'interrupteur qui illumine tout Abidjan. Vous avez à côté d'elle donc quasiment tous les membres du gouvernement, notre gouverneur du district qui, lui, en nettoyant à sa façon la ville d'Abidjan, a permis que ces illuminations soient visibles partout. Et puis le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président de l'Assemblée nationale, le gouverneur du district, monsieur le Premier ministre, Madame la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, Monsieur Robert Bogrimambe, Madame la ministre de la Culture, Madame Françoise Remac, Madame la ministre Raymond Goudou et toutes les autres personnalités que je n'arrive pas à distinguer, mais c'est une vraie joie qu'on décèle là sur les visages. C'est une joie non feinte, mais au-delà de ces lumières, c'est un symbole de paix qui continue. Vous vous souvenez, petit retour en arrière, de la première édition, comment on avait tout ce monde qui venait au plateau, comme des lucioles attirées. On se comprend sur les lucioles attirées par ces lumières. Les Ivoiriens venaient revivre. Aujourd'hui, c'est vrai, ça a toujours le même attrait, mais il faut s'en souvenir. Quand on a les premières illuminations, aujourd'hui, c'est le challenge, c'est cette innovation. C'est l'intérieur du pays, nos grandes villes, nos grands districts, qui vont vivre aussi la magie de Noël. Élisée Boloubeu, alors au-delà de cette magie, cette féerie, il y a des dons, il y a des choses en nature. Mais qu'est-ce que cela appelle de vous comme commentaire, justement, Abidjan Ville Lumière? Ça vient redonner aussi de l'éclat à la fête, à la période festive. Vous savez, moi, je dis toujours, la vie n'est pas que problème. La vie, c'est des hauts, la vie, c'est des bas. Il faut savoir profiter des moments de joie. Et puis, quand les moments de tristesse viennent, on se rappelle qu'à un moment de notre vie aussi, on a eu des moments de joie et ça nous permet de supporter ces moments de tristesse. Donc, ces illuminations-là viennent, et en tout cas, en rajouter à, je vais dire, à ce moment festif-là et aussi à la beauté de la ville d'Abidjan. Moi, je vous dis honnêtement, souvent quand je le dis, ce n'est pas par chauvinisme, mais nous avons une très belle ville. Abidjan, c'est une très belle ville. Clair. Ça, même sans les lumières, Abidjan est très belle. Donc, vous imaginez en plus avec ces lumières qui viennent encore en rajouter, ça donne encore de l'éclat à notre capitale. Et puis, il ne faut pas qu'on perde de vue une chose, jusqu'à ce qu'en tout cas, on dispute la CAN 2025, on est champion d'Afrique 3 étoiles. Et ça, partout, tout le monde entier doit le savoir. On est champion d'Afrique. Dès quand on est champion d'Afrique, voilà, on est dans la fête, on est tout le temps, en tout cas, on jouit vraiment de cette couronne acquise à de haute lutte. Et c'est normal qu'on se donne vraiment des moments de joie dans de pareils moments. Et je salue le fait que cette fois-ci, on donne l'opportunité à ces grandes villes de l'intérieur de pouvoir aussi expérimenter ce que c'est qu'une ville lumière, parce que ce n'est pas évident pour tous les Ivoiriens de savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les villes qui vont véritablement accueillir, je ne dirais pas Abidjan Ville Lumière, mais leur ville Lumière? Je ne citerai pas elles toutes, mais retenez juste
chefs-lieux de région. Très bien. Voilà, les grandes villes chefs-lieux de région. Quand vous allez, par exemple, à Boaké, chef-lieu du Béquet, quand vous allez à Daloa, à Osassandra, ces grands chefs-lieux de région-là sont ces villes-là qui seront déjà illuminées. Marius? Oui, mais une journée Abidjan-Ville-Lumière, devrais-je dire. On va dire Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ville-Lumière. C'est ça. Pays Lumière. C'est ça. J'ai eu l'impression de me retrouver ce jour dans une des ruelles, dans plusieurs ruelles de Singapour, qui est la ville la plus illuminée au monde. Et je peux vous dire que, pensée par la Première Dame, mise en œuvre par le district autonome d'Abidjan, depuis l'ancien Premier ministre, l'ancien gouverneur du district, devenu aujourd'hui Premier ministre, qui a fait un travail impressionnant. Ils ont cette voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un héritage que le Premier ministre a laissé au ministre-gouverneur Cissé Bakongo, qui est lui aussi un féru de la beauté, des choses. Et on voit bien ce qu'il a fait à Koumassi. Et on n'a pas été étonné de voir que les bouchons étaient mis plein les gaz pour que naturellement nous ayons une ville abidjanaise assez illuminée, une Côte d'Ivoire assez illuminée. En tout cas, il fait bon vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bien que nous avons nos problèmes, mais ce jour, quand même... Élysée a dit, c'est pas tout le temps qu'il faut parler de problèmes. C'est pas tout le temps qu'il faut parler de nos problèmes. Et aujourd'hui, quand même, il faut regarder la beauté d'Abidjan. Mais oui, aujourd'hui, il faut regarder la beauté d'Abidjan. Et il faut voir ces Ivoiriens qui sont sortis comme un seul homme, nombreux, pour venir plus que jamais découvrir cette beauté qui nous a été véritablement donnée en cadeau par Madame la Première Dame. Alors, nous félicitons. Barry, avec vous, regardons l'aspect sociologique sur les habitants. De tels événements dans un pays, de telles attitudes pendant les fêtes, qu'est-ce que cela crée justement sur les populations, Barry? Alors, Christelle, il faut dire que la Côte d'Ivoire, moi, je peux l'analyser parce que je suis originaire de la Guinée. Donc, j'ai un autre regard. C'est ça. Abidjan, c'est une belle ville. Et ça, comme Élysée tous les compatriotes, tous les amis, je prends l'exemple de la Cannes. J'ai des amis qui sont quittés aux États-Unis, certains n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, c'était la première fois. J'avoue qu'ils sont tombés amoureux d'Abidjan et des Ivoiriens. Et chaque fois qu'on se chahute, en fait, les Ivoiriens sont décrits souvent comme insouciants, c'est-à-dire qu'ils prennent même certaines calamités avec positivité. C'est une source d'inspiration. Peut-être que les Ivoiriens ne le comprennent pas, mais pour nous autres, qui ne sommes pas forcément à la base ivoiriens, qui avons une autre culture, on le comprend tout de suite. La différence, elle saute aux yeux. Souvent, chez nous, quand il y a un problème, d'autres personnes prennent ça. Mais en Côte d'Ivoire, ce que moi j'ai appris, c'est que les Ivoiriens, face à n'importe quel problème, ils ont tendance à dédramatiser, à aller avec humour. Et ça, c'est un exemple à suivre. Donc, Abidjan est belle. Les Ivoiriens, ils aiment vivre, ils aiment la fête. Et ça, c'est une étiquette, en fait, qui est collée au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça, c'est devenu une marque déposée à Abidjan, Ville-Lumière. Et je pense qu'il y a certains compatriotes, il y a certaines personnes qui visitent Abidjan en fin d'année juste pour voir Abidjan, Ville-Lumière. Et surtout participer à la nuit du 31 décembre. Avec les feux d'artifice. Voilà, les feux d'artifice au plateau. Je pense que c'est quelque chose qu'on néglige, mais je pense que ça fait partie du soft power ivoirien. Et c'est une marque déposée. Mais aujourd'hui, avec 13 ans, si vous faites le bilan, vous voyez qu'en fait, on communique là-dessus et ça va très loin, en fait. En tout cas, merci pour vos avis sur Noël et sur Abidjan, Ville-Lumière. Parlons de quelque chose de plus sérieux. Allons du côté de l'AES. Regardons ce qui se passe sur le couple. J'allais dire peut-être en désamour. L'un dit part, je pars ou tu pars. L'autre dit non, je ne pars pas ou tu ne partiras pas. Bref, l'AES simplement dit, écoutez, messieurs, l'AES donc qui avait annoncé son retrait depuis plusieurs mois. Et la CEDEAO dit non et non et non. Et le dernier point en date, c'est que la CEDEAO dit okay, écoutez, vous pouvez partir, mais on se donne 6 mois, le temps de regarder un peu non seulement les conditions de départ et aussi voir si on ne peut pas essayer de vous faire changer d'avis. L'AES dit attention, c'est un piège parce que simplement, vous voulez utiliser ces 6 mois pour faire des petites tentatives. Déjà, regardons le communiqué en son 3e chapitre. Le Collège des États
des chefs d'État de la Confédération AES constatent que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Et vous avez donc ces propos lus au 3e chapitre. Je commencerai par vous, Élisée. Quel est votre postulat vis-à-vis de l'attitude de l'AES qui soupçonne justement la CEDEAO d'utiliser les 6 mois donnés pour les négociations de fomenter des petits coups, Élisée? Ben, ça, ce n'est pas une surprise venant de l'AES. Ça ne me surprend aucunement. S'il y a eu des dirigeants de l'AES qui vertement, dans des interviews télévisées, sur des plateaux télévisés, ont accusé ouvertement des chefs d'État d'autres pays d'attenter à leur régime, de même fomenter des coups, de déterminer des bases de déstabilisation de leur régime dans ces pays-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment rien de nouveau. Voilà, c'est une redite de ce qu'on a déjà entendu. Peut-être qu'il faut songer maintenant à trouver... Mais cette fois-ci, sur le point de la CEDEAO en général, c'est quand même assez fort. Non, mais de la CEDEAO, ils l'ont déjà dit depuis. La CEDEAO, ils ont dit... Mais l'une des raisons pour lesquelles ils veulent quitter la CEDEAO, c'est quoi? C'est la même chose qu'ils viennent de dire. La CEDEAO est une organisation aux ordres d'eux. Voilà, d'un impérialisme et autres, tout ça, la CEDEAO, les chefs d'État ne sont que des représentants, ne sont que des valets du salon. Ça, ils ont déjà dit à plusieurs reprises. Et ils parlent de jeunes françaises, Élisée. Votre réaction là-dessus? Ben moi, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'ils appellent une junte? Ils disent la junte française impérialiste. Qu'est-ce qu'ils appellent une junte? Ben, je pense que quand même, souvent je le dis, on arrête d'insulter nos intelligences. Qu'est-ce qu'on appelle une junte? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Ça veut dire, vous venez au pouvoir, vous êtes militaire par un coup d'État, et vous traitez des régimes civilisés et dont les chefs d'État ont été élus démocratiquement. Non, civilisés et civils. C'est pas fort ça, il y a des régimes civilisés et civils dont les chefs d'État ont été élus démocratiquement. Vous les traitez de juntes. C'est l'État qui se fout de la charité à un moment donné. Vous êtes des juntes, mais ces pays-là ne sont pas des juntes, c'est des républiques. C'est différent. Voilà, on peut comprendre que vous êtes dans une dynamique de passer des éléments de langage, mais souffrez qu'en face de vous, vous ayez des gens quand même qui ont de la jugeote et qui ont de l'intelligence et qui savent un peu qui connaissent les définitions des mots. Excusez-moi, la France n'est pas une junte. La France a à sa tête un chef d'État, un président qui a été élu démocratiquement, c'est une république. Donc, il faut dire les mots qu'il faut. Je finis par ça et je reviens. Concernant leur décision, c'est leur droit le plus absolu de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que la CEDEAO a décidé, qu'ils sont contre ce que la CEDEAO a décidé, qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est leur droit le plus absolu de le dire. On ne peut pas leur faire un procès pour cela. Mais c'est le droit de la CEDEAO aussi de dire que nous, CEDEAO, organisation sous-régionale responsable, décidons de donner une transition de 6 mois. Mais ils n'en veulent pas, justement, cette transition de 6 mois. Mais est-ce que la transition de 6 mois que la CEDEAO donne, elle la donne pour Assimi Goïta, pour comment on appelle ça, pour Tchani ou bien pour Traoré? Ce n'est pas pour eux qu'on donne les 6 mois-là. La CEDEAO s'intéresse au peuple. C'est ce qui les intéresse aujourd'hui, les relations, les rapports entre États, entre peuples, c'est ce qui les intéresse. Les individus vont passer, même les chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui qui se sont allés s'asseoir à Abuja, qui ont pris la décision, ils vont passer. Mais est-ce que les États disparaîtront? Mais les peuples sont là. Donc on va au-delà des personnes. On est en train de parler ici des peuples, on est en train de parler ici des rapports entre États qui vont au-delà des individus et des personnes. Donc la CEDEAO a le droit de dire que nous, on va donner une transition de 6 mois, au cours de laquelle, et puis c'est logique, ils ont mandaté un médiateur en la personne de Diomaye Faye, le président sénégalais. Ouais. Donc c'est logique. Si on mandate un médiateur, c'est parce qu'on se dit qu'on ouvre encore la porte au dialogue encore, donc on peut encore insister. Donc on se donne une transition de 6 mois. Mais la CEDEAO a été ferme, il faut lire tout le communiqué. La CEDEAO a dit au bout de ces 6 mois, si on reste dans la même dynamique, on va acter et puis on prend une décision définitive, on les retire. Voilà, donc ça aussi, il faut qu'on l'admette, quoi. Parce que j'aimerais avoir votre postulat. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la CEDEAO va un peu au forceps et l'AES est sur sa position, mais n'insistez pas, on ne veut plus de vous, justement, votre réaction? Je voulais vous rappeler qu'en Europe, il y a eu le Brexit. Oui. Nous savons tous ici ce que c'est. Il y a déjà le Royaume-Uni qui ne partageait pas l'euro à la base. Ensuite, à un moment donné, ils ne voulaient même plus être dans l'Union européenne. Et donc, ils ont entamé ce que nous tous savons ici, je vous l'ai dit il y a l'instant, c'est le Brexit, la sortie de l'Union européenne.
Ça a engendré ce que ça devait engendrer, mais les relations sont restées. Et aujourd'hui, il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que peut-être que ce Brexit n'était pas nécessaire. Il faut peut-être revenir. Peut-être que la façon de sortir n'était pas la meilleure, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut avoir, en ce qui concerne le point de vue AES-CEDEAO, ce même recul-là, puisqu'on a un exemple. Il est normal qu'un ou plusieurs États veuillent sortir d'une organisation. Ça non plus, on ne peut pas le leur dénier. Ce qui est regrettable, c'est de laisser déjà une place vide lors de ces différents sommets. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à leur sortie effective qui était prévue pour la partie 1 il y a quelques jours, ils sont toujours membres de la CEDEAO. Et quelles que soient les circonvolutions qu'on utilise les uns et les autres, je pense vraiment que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Surtout que ce sont des personnes qui sont arrivées au pouvoir, comme on le sait. Venir ne serait-ce qu'accorder de l'importance à la discussion au sein et en présence des autres chefs d'État, pour moi, ça allait être un grand pas. Il ne faut pas fuir les rencontres bilatérales quand elles ont lieu, et la rencontre de la CEDEAO est importante. Le deuxième point que je soulève, c'est sur le communiqué qu'eux ont produit avant le sommet pour dire qu'ils déclaraient que cette confédération restait un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la CEDEAO. Il faut lire entre les lignes. Ça veut dire que c'est un pied dans la CEDEAO sans vraiment y être. Je connaissais des gens qui disaient un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Bala Keïta. Bala Keïta, ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Je vois que vous avez de bonnes références et vous les avez gardées. Autrement, ils n'auraient pas dit ça. J'ai l'impression qu'ils ont un peu anticipé sur le communiqué de la CEDEAO. Mais il y a également aussi la CEDEAO, et Élysée le disait à l'instant, qui a le droit d'utiliser non pas du forceps, mais d'aller avec la sagesse et le recul qu'on connaît aux chefs d'État qui ont de l'expérience et qui ne délimitent pas la souveraineté de ces États-là à l'appartenance à la CEDEAO. Non. Votre souveraineté ne dépend pas de votre appartenance ou pas à la CEDEAO. Et votre présence à la CEDEAO ne fait pas que tout autre État que vous jugez déstabilisateur pour vous sera plus fort ou pas parce que vous serez dans la CEDEAO. Très bien. C'est votre point de vue. Voilà, c'est ça. Alors, Marius Komoué, regardons un peu le chapitre 4, justement. J'espère bien être au chapitre 4. 1, 2, 3, 4, voilà. On essaie de lire. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, caractère irréversible et immédiat. Hein. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère, à juste titre, la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali, du Niger, de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait, je reviens encore sur ça, à la jeune française, parce que cela a été dit au 3e chapitre, ils reviennent là-dessus au 4e chapitre et à ses supplétifs, de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Marius Komoué, ces propos sont-ils forts selon vous? Oui, bien entendu. Écoutez, nous faisons face à une junte qui qualifie le pouvoir français de jeune française. Bon, parce que, vous savez, en diplomatie, il faut beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus d'expérience. Or, dans le cas d'espèce, il y a quand même, pour ce que vous venez de lire et ce que nous avons entendu, il est difficile que l'on puisse traiter un État dont les premiers responsables, dont le pouvoir a été élu démocratiquement, de junte, bien qu'en France, on ne se souvient pas qu'il y a eu un coup d'État. On ne se souvient pas qu'il y a eu des dérives du genre que nous avons assisté tant au Burkina, au Niger et au Mali. Bon, non, bon, je pense qu'il faut aller mollo, il faut aller doucement. Je pense que nous sommes tous interconnectés. C'est vrai, ils veulent leur indépendance économique, mais... Politique surtout. Surtout politique, mais surtout le cœur du combat, c'est l'indépendance économique. Voilà, ils ont l'impression, et comme la plupart de nos États, en Afrique francophone, on a l'impression, et pour nous, des gens comme nous, on est convaincus que la France nous fait du biberonnage, nous empêche de véritablement prendre nos destins en main en nous laissant
la main libre sur nos matières premières. Parce que moi, je le dis toujours, hein, je ne peux pas comprendre que... Je reviendrai sur le sujet, soyez rassurés. Mais je ne peux pas comprendre qu'après plus de 30 ans, 60 ans d'indépendance, on continue d'exporter nos matières premières en produits bruts. On ne se penche même pas sur la question de la transformation et de les envoyer en produits, ne serait-ce que semi-finis ou en produits totalement finis à l'extérieur. On ne se penche pas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de projet. Je ne vois aucun État en Europe qui exporte ses produits, ses richesses, ses produits bruts, ses matières premières dans nos États en vue de les voir être transformés et retourner être vendus. On peut en faire un débat, Marius. C'est ça surtout qui est la revenons justement sur notre sujet. Mais sur ces questions-là, nous sommes totalement en adhérence. Mais je ne pense pas que ces gens-là doivent s'éterniser au pouvoir. Ça, nous sommes totalement en phase avec ça aussi. Nous pensons que quand on a fait un coup d'État, ou bien même une action populaire saluée par le peuple, on se rappelle en Côte d'Ivoire ici, la prise du pouvoir du président Guéhi, du chef d'État, du général Guéhi, qui avait suscité l'émoi national. Des gens sont sortis, applaudis et tout ça. Mais après, il est parti comment? Alors donc, c'est la même chose. Tel que vous venez au pouvoir, des artistes l'ont chanté, des grands penseurs l'ont dit. C'est comme ça que vous partirez du pouvoir. Si vous essayez de vous éterniser, il faut régler les questions rapidement parce que si vous prenez le pouvoir, c'est pour régler des questions de façon ponctuelle. La CEDEAO a-t-elle raison de dire nous prorogeons de 6 mois? Oui, mais la CEDEAO a obligation de mettre la pression justement sur la junte pour qu'un régime démocratiquement élu s'installe. On ne va pas s'éterniser avec une junte qui, c'est vrai, parce que même au niveau de ces 3 pays, eh bien, on a aujourd'hui des sons de cloche discordants au sein de la population, au sein de la classe politique qui est bâillonnée, au sein de la classe politique qui n'arrive véritablement pas à s'exprimer. Donc ça, ce n'est pas du tout ce que nous attendions de cette junte. Nous voulons justement que cette junte règle le problème pour lequel ils ont pris le pays, c'est-à-dire libérer le pays des djihadistes, libérer le pays de l'emprise des djihadistes. Et là encore, on ne voit pas véritablement de résultats. Et ça, bon, il faut aussi le souligner. Or, on ne peut pas continuer à s'éterniser au pouvoir en faisant des guerres avec la CEDEAO parce que, quoi qu'on dise, le Mali, le Niger, le Burkina ne peuvent jamais vivre sans les autres États de la CEDEAO. Barry, votre regard, après avoir écouté donc Élisée, Pascal et Marius Komoué, quel est votre regard justement sur cette situation? Est-ce que vous pensez que les 6 mois, l'AES est dans une posture de méfiance au vu du communiqué produit? Et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier justement ces propos assez durs dans ce communiqué produit par l'AES, alors que la CEDEAO fait patte blanche quand même? Votre avis? Est-ce que je suis surpris par la position des États de l'AES? La réponse est non. Depuis le début, depuis l'arrivée au pouvoir, c'est toujours des discours accompagnés d'une virilité symbolique pour distraire l'opinion publique. En fait, ils sont détournés des vrais enjeux. La CEDEAO, pour moi, adopte une posture responsable. Elle donne la chance à la discussion. À mon avis, je peux me tromper, c'est ma lecture de la chose. Je pense que le président Diomaye Faye est probablement le nouveau président du Ghana, le président John Dramani Mahama, qui n'est pas encore investi. Bien sûr. En janvier, il le sera. Par des canaux plaider pour que la CEDEAO donne 6 mois pour essayer de rétablir la situation. Mais je pense que c'est un fait, tant que ce seront ces officiers supérieurs-là qui sont à la tête de leurs États, il n'y aura pas de changement de posture parce qu'ils se sont nourris de cette légitimité-là. Leur légitimité populaire repose sur le fait de se présenter au public, à leur population, comme ceux-là qui luttent contre la France, qui luttent contre la CEDEAO, parce qu'entre griffes, la CEDEAO a été étiquetée comme marionnette de la France. Ça, en fait, ce sont des trucs qui souvent me font rire. L'histoire du Nigeria et de la France, c'est un exemple parfait. La guerre du Biafra. Mais il y a eu, la France a soutenu la sécession biafraise. Le Nigeria, historiquement, les Nigériens, ils savent ça. Mais aujourd'hui, le Nigeria, c'est le premier partenaire économique de la France, loin devant ces pays francophones-là qui se bombent le torse. L'Afrique du Sud est l'un des meilleurs partenaires économiques de la France en Afrique. C'est un pays anglophone qui est en Afrique australe. Donc, aujourd'hui, la légitimité populaire de leur régime repose sur le fait de dire que la France a fait ceci, la CEDEAO a fait cela. Mais ça, c'est une fumée. Un jour, ça va disparaître. Et si ça disparaît, on verra ce qui va se passer. Mais je reste convaincu d'une chose. La Mauritanie,
était membre de la CEDEAO, membre fondateur d'ailleurs. La Mauritanie a décidé de partir en 2000. Qui même se souvient du fait que la Mauritanie a quitté la CEDEAO? Ils sont partis de façon civilisée, de façon responsable. C'est la même Mauritanie qui émet le souhait de revenir au sein de la CEDEAO. Ces pays-là, ce sont des pays fondateurs de la CEDEAO, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger. La seule pomme de discorde entre les chefs d'État de la CEDEAO et les chefs d'État de l'AES repose sur le fait que les militaires doivent rendre le pouvoir. Ce n'est pas autre chose que ça. Et aujourd'hui, ils ont tellement nourri ce discours de lutte contre l'impérialisme, populiste, de ceci, de cela, discours que populiste. Tout le monde a peine à croire. Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux des gens qui sont dans des ronds-points à Ouagadougou en train d'injurier des chefs d'État, en train d'injurier la CEDEAO, à abattre l'impérialisme. Ça ne développe pas un pays. Alors, Barry, essayons de regarder un peu les contextes. Vous parliez tout à l'heure du retrait de la Mauritanie. On sait bien que ce n'était pas dans le même contexte sécuritaire que ces trois États-là. C'est le premier point. Le second point, regardons, pourquoi est-ce qu'ils douteraient? Pourquoi est-ce que l'AES estime que la CEDEAO prépare un coup fumant ou quelque chose de suspect contre eux? C'est assez bizarre parce que le communiqué, il est clair. Quand il traite le pouvoir français de junte impérialiste, c'est quand même assez fort. Alors, pourquoi est-ce que la CEDEAO, du moins l'AES, est dans cette posture de douter que ces 6 mois ne sont pas pour, comme Élysée l'a dit, aller à la médiation, mais plutôt pour faire en sorte qu'ils puissent être enlevés du pouvoir? C'est ça le point. Barry? En analyse des stratégies politiques, il y a ce qu'on appelle la construction de l'ennemi. Chaque leader politique, chaque pays identifie des ennemis qui souvent menacent sa sécurité. Ici, les 3 chefs, depuis leur avènement, ont construit la CEDEAO, la France, comme des ennemis qui ne veulent pas que ces pays-là se développent. La France, entre griffes, qui est devenue toxique vis-à-vis de ces États-là. Mais il faut rappeler à nos frères de l'AES que leur plus grande diaspora sont en France. Le Mali, les ressortissants maliens vivant en France. Non, il arrive. Commencer par la France, qui est le grand diable entre griffes. Ouais. Mais les ressortissants maliens qui sont en France, l'apport de ces ressortissants-là dans l'économie malienne, ce n'est pas du jeu. Ouais. Le Burkina, aujourd'hui, ils font bon ménage, copain avec la Russie. Mais j'aimerais savoir, il y a combien de Burkinabés en Russie, il y a combien de Burkinabés en France. Ils ne prennent pas ces choses-là en compte. Revenons à la CEDEAO, l'espace CEDEAO. Les frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, c'est autour de 3 à 4 millions de personnes. Est-ce que quand le capitaine Traoré prend l'initiative de sortir de la CEDEAO, il prend en compte la réalité de ses citoyens? Est-ce que le général Tiani, qui a près de 5 millions de ses ressortissants au Nigeria, prend en compte la réalité de ses citoyens au Nigeria? Pour réagir sur ça, lorsque Pascal faisait son point, elle a rappelé le point de l'AES qui a dit « Nous décidons que nos compatriotes puissent circuler, du moins les compatriotes de la CEDEAO, puissent circuler sans visa sur les territoires de l'AES. » Est-ce qu'ils ne s'attendent pas justement à avoir un retour de bons procédés justement avec l'AES, puisqu'on facilite la circulation des biens et des personnes. Voilà, sur nos territoires, il faudrait que vous aussi, CEDEAO, puissiez faire votre avis, et puis je pense celui de Pascal et Élysée. Christelle, oui? Être membre de la CEDEAO, il y a des avantages. Si vous ne voulez plus de la CEDEAO, vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages-là. Ils savent pourquoi ils le font. Ces 3 pays à forte migration, avec la Guinée et le Sénégal, c'est des pays à fort taux de migration. Vous prenez les 3 pays, ils ont des citoyens qui évoluent dans la CEDEAO. Qu'est-ce que ceux-là vont devenir quand ils vont sortir? Donc, ils essaient de tendre la perche. Mais il faut un minimum de cohérence. Très bien. Quand vous ne voulez pas d'une chose, vous ne la voulez pas complètement. J'aimerais avoir le point de vue de Pascal et ensuite d'Élysée. Pascal? Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vous venez de le dire, mon cher Barry, ce sont des pays à forte migration. Quand on regarde la nomenclature sous-régionale, mais également celle de, on va dire même l'Europe, mais plus précisément le pays qu'ils attaquent le plus, la France, ils sont plus nombreux en termes de diaspora. Et je vais parler, moi, des investissements. Les investissements privés en 2022 et 2023, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le plus grand investisseur privé en Côte d'Ivoire, c'est 110 milliards de francs CFA. Et c'est le Burkina Faso. Je vous le donne en mille.
la France est loin derrière. La France, on est sur 50 milliards de francs CFA. Donc, c'est le double plus 10 milliards. Alors, ces chiffres-là, justement, pour dire quoi, Pascal? Ces chiffres-là pour dire que leurs intérêts sont multiples. Ils sont au niveau de leurs ressources humaines, de leur population. Ils sont au niveau de leurs investissements qui sont nombreux parce que vous avez également ces investissements-là qui constituent un socle qui établit non seulement leur population, mais qui peut agir sur la balance économique au niveau des États bases. Et donc, oui, il y a tellement d'enjeux, tellement d'imbrications des peuples, des intérêts économiques, financiers, etc., qu'il serait hasardeux, voire dangereux, de faire cette scission. D'ailleurs, ils l'ont compris en faisant ce communiqué, mais on peut leur renvoyer aussi le même argument de l'aspect unilatéral de ce communiqué, parce qu'ils l'ont aussi dénoncé pour celui de la CEDEAO. Mais celui de la CEDEAO, je le disais à l'entame de mes propos, le fait avec un collège d'États dont ils étaient toujours membres jusqu'à preuve du contraire. Élisée, on termine avec vous sur ce point. D'accord. Je veux juste reprendre les chiffres que Pascal a dit tout à l'heure. 110 milliards d'investissement au niveau des IDE, c'est-à-dire investissement direct étranger du Burkina Faso. Donc, qui occupe la première place en termes de IDE en 2023 en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils ne doivent pas oublier, sortir de la CEDEAO, ce n'est pas juste une question de visa. Mais vous savez que le fait d'appartenir à la CEDEAO, vous avez des facilités en termes de pouvoir implanter une entreprise dans un autre pays. Vous avez des facilités pour participer à des marchés parce que vous êtes dans le contexte régional. Mais tout ça, on va fermer. Tout ça, on va fermer. Donc, la question n'est pas juste de dire les gens auront sans visa, ils pourront discuter, circuler. Mais les entreprises qui ont fait 110 milliards d'investissements en Côte d'Ivoire, les entreprises burkinabées qui aujourd'hui occupent la première place en matière d'investissement direct étranger, ceux-là, demain, on va leur demander, ils n'auront plus accès à ces facilités qu'on leur donne. On va leur dire désormais, voilà ce qu'il faut faire. Il faut vous conformer au même principe que les entreprises de l'Afrique australe ou bien de l'Afrique centrale. Est-ce qu'ils pourront? Parce que ces entreprises aussi contribuent économiquement au Burkina Faso. C'est tout cela qu'il faut regarder. C'est tout ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste regarder. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens sortent des volets populistes. Au-delà des grands discours qu'on tient à la télé pour chauffer les masses, là, il faut s'orienter vers les intellectuels. Ils vont expliquer comment un État est géré, qu'est-ce qui est réellement fait, quels sont les enjeux, quels sont les rapports économiques. Quand on a fini d'avoir toutes ces informations-là, on se rend compte qu'on est dans, excusez-moi, mais dans un écrin de fumée. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous est dit là, c'est de la poudre aux yeux. Très bien. Et je veux reprendre pour moi, en tout cas à mon compte, ce que le docteur disait hier, Élisée, ici sur ce plateau, qu'il y a la politique du jour et il y a la politique de la nuit. Tout à fait. On espère que la politique du jour, c'est tout ce qu'on voit comme communiqué, et que la politique de la nuit, les sages africains, les intellectuels de part et d'autre vont se rencontrer pour mettre en face les enjeux véritables, justement, d'une telle séparation. Voilà, en tout cas, on espère la paix et la sérénité dans l'espace de Hao. Affaire à suivre et à poursuivre. En tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. À tout de suite. Encore une fois, joyeux Noël, et c'est la deuxième partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous, Pascal, Élisée, Marius, Barry. Nous a rejoint Monsieur David Cablan, qui a un projet formidable pour les enfants autistes, pour leur prise en charge. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes le président de la Fondation Cablan Joseph, et vous êtes également entrepreneur. Vous avez eu plusieurs prix à Paris, le prix spécial Denise Bocquier, j'espère avoir bien prononcé, et aussi le prix de la Jackson Family. Merci d'être là. Alors, pour les enfants autistes, quel est ce projet intéressant que vous avez justement pour leur prise en charge, Monsieur Cablan? Merci, bonsoir à tous et joyeux Noël. Joyeux Noël. Je voudrais particulièrement dire joyeux Noël à tous les enfants autistes de Côte d'Ivoire et à toute la population ivoirienne. Pour les enfants autistes, nous avons ce projet de construction d'un centre de traitement de l'autisme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? Et moi, j'ai un fils autiste qui est arrivé en France en 2015. Il a été pris en charge dans un institut médico-éducatif. Aujourd'hui, cet enfant-là, il communique, il est autonome, il va au collège seul. Et donc, on a essayé de copier ça à Abidjan. On a travaillé avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et puis le ministère de la Santé. Nous sommes partenaires institutionnellement. Et donc, on a eu un terrain à Oué. Nous avons fini la documentation. Ah, vous avez un terrain où? À Oué. Oui, ok. Sur la rue d'Alépé. Très bien, oui. Et le ministre de la Constitution nous a permis d'avoir l'ACD. Toutes les procédures ont été validées. Donc, nous sommes en finalisation de ces actes-là. Et aussi,
nous voulons construire ce centre-là pour la prise en charge des enfants autistes. Oui. Dans ce centre-là, il y aura un centre de réinsertion, il y aura un centre de formation pour les enfants autistes. Parce que les enfants autistes, arrivés à un certain âge, ils sont laissés pour compte. Il y aura des métiers tels que la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, et ils seront pris en charge à travers différentes structures. Alors, c'est donc votre expérience personnelle qui crée cette passion-là, jusqu'à avoir ce terrain. Absolument. Et vous allez dupliquer tout ce qui se passait en France dans ce centre-là. On va essayer de l'adapter au niveau d'Abidjan. Très bien. Il faut dire que dans notre fonctionnement, nous avons pour partenaire aussi Mme Dr Bissouma, qui est à l'INSTP, et Mme Kiofolo aussi qui travaille avec les enfants autistes. Et donc, aujourd'hui, c'est une journée particulière pour les enfants autistes. On voudrait dire joyeux Noël, en tout cas, à toutes ces familles-là. Et puis, nous sommes en route pour la construction de ce centre-là. Pascal? Monsieur David Cablan, je me joins à vous pour souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants, mais c'est vrai particulièrement aux enfants autistes. Vous l'avez dit, ça part d'une histoire personnelle. Absolument. C'est quoi le parcours d'un père autiste pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est? Un père autiste, c'est celui qui comprend que c'est l'amour qui guérit. Et quand il comprend ça, c'est fort, ça. Oui, c'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui guérit. Quand il comprend cela, il prend toutes ses responsabilités pour accompagner sa femme à la prise en charge de l'enfant. Parce que la prise en charge, elle est d'abord au niveau de la maison, et puis après, les professionnels vont agir. Et si au niveau de la maison, l'enfant est délaissé, il est mis dans un coin, on ne s'occupe pas de lui, il ne peut pas s'en sortir. Et donc, nous disons qu'à la Fondation, c'est l'amour qui guérit, parce que quand tu vois ton enfant en train de faire des bizarreries, il faut le suivre. Aux États-Unis, on appelle ça le sunrise. On crée une pièce où l'enfant s'amuse, il joue les toupies, et puis il faut venir vers ce que l'enfant fait. Au fur et à mesure que tu t'adaptes à ce que l'enfant fait, l'enfant vient vers toi. Et on découvre un centre d'intérêt. Quand tu remarques que l'enfant, il aime peut-être des œufs, ou bien il aime une cuillère, tu fais en fonction de telle sorte que, pour lui donner la cuillère, tu détectes un mot. L'enfant peut dire « Ah », tu lui donnes la cuillère. Au fur et à mesure, l'enfant, il va se socialiser. Il va sortir de cette nature d'autisme-là. Mais alors c'est quoi la définition d'un enfant autiste pour ceux qui nous écoutent? Un enfant autiste, c'est un enfant qui, jusqu'à l'âge de 3 ans, qui n'arrive pas à parler, qui est dans son coin, qui souvent, il peut se cogner la tête, il fait des bizarreries. C'est un enfant qu'on trouve souvent bizarre. Et on a fait le Bénin, le Togo, tout ça, on appelle souvent les enfants serpents aussi. Voilà. Et c'est des enfants que des familles accompagnent souvent, des familles les tuent. Accompagnent, c'est-à-dire un enfant qui naît, qui ne fait pas de bruit, il pense que c'est un génie. Donc, il y a des familles qui tuent ces enfants-là. Donc, depuis que nous avons commencé à travailler, surtout au niveau de la communication, les gens ont compris qu'un enfant peut ne pas parler. Il faut voir les professionnels, surtout les pédopsychiatres, et puis faire la détection. Une fois que la détection est posée, il faut travailler avec les professionnels pour qu'une prise en charge parentale soit adaptée. Parce que nous n'avons pas encore les infrastructures adaptées pour la prise en charge des enfants autistes. Et avec ce centre-là, ça sera chose réglée. Avec ce centre-là, ça sera chose faite. Très bien. Élisée, question? Oui, je voulais rebondir en fait sur les propos de M. Cablan lorsqu'il disait que son fils une fois arrivé en France, a été pris en charge. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est une nette amélioration dans la conduite et dans le mouvement de cet enfant. Est-ce que M. Cablan est en train de nous dire implicitement qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes? Non. Ou bien il en existe, mais un nombre insuffisant. Nous n'avons pas encore des centres spécialisés. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des instituts qui se créent, il y a des centres sociaux qui se mettent en place, mais nous n'avons pas encore la technologie des pays européens, des structures spécialisées. Qu'est-ce qui manque concrètement, justement? Dans ce centre que nous allons construire, nous avons un institut médical, une école spécialisée pour autistes, un centre d'hébergement, un centre de formation surtout pour les parents. Et puis, un autiste, après 15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Voilà. S'il n'est pas pris en charge, s'il n'a pas de métier, il retourne à la rue. Que lui réserve la société? Très bien. Donc, c'est un peu... C'est une politique d'insertion derrière tout ça, c'est ce qu'il veut dire, en fait. Ouais, c'est ce que nous voulons adopter en Côte d'Ivoire. Très bien. Marius, question? Vraiment, à vous écouter, je loue votre courage. Merci beaucoup. Et votre abnégation. Merci. D'avoir pu, parce que j'ai déjà vu des enfants autistes. J'avoue que ce n'est pas facile pour des parents. Oui. Face à certains phénomènes en vérité. C'est des enfants au comportement qu'on pourrait dire anormaux. Oui. Et dans une pareille circonstance, il faut que les parents soient forts. Absolument. Et vous avez dit le mot, c'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui guérit. Ouais. Et vraiment, j'en ai été touché dans les profondeurs de mon cœur. Et je puis vous dire que c'est un encouragement. Merci beaucoup. Voilà. Et j'encourage également par la même occasion, ce jour de fête, tous les parents de Côte d'Ivoire qui ont des enfants autistes de tenir bon.
d'avoir cet amour pour que les enfants puissent bénéficier pour leur guérison. Merci beaucoup, monsieur. Barry. Mes félicitations, monsieur Kablan, pour votre initiative qui a salué. Tout à l'heure, Élisée a évoqué les centres. Est-ce qu'il y en a des disponibles? Moi, ma question sera orientée sur le capital humain, c'est-à-dire que les spécialistes en pédopsychiatrie, est-ce qu'au cours de votre expérience avec votre enfant, vous en avez croisé? Est-ce que, selon votre lecture, il y en a assez? Parce que pour faire le centre, il faut naturellement le capital humain. Voilà, les spécialistes. Est-ce que la Côte d'Ivoire a assez de spécialistes en charge de... Au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on travaille avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université Houphouët-Boigny, avec le professeur Kwame. En son sein, vous avez des linguistes cliniciens, des orthophonistes, tout ça. Et donc, les choses sont en train de se mettre en place. Au niveau de l'Institut national de santé publique, aussi avec le docteur Bissouma, il y a des formations qui se font maintenant sur les orthophonistes. Mais il y a quelques années, on n'avait que 6 pédopsychiatres en Côte d'Ivoire. Et maintenant, les formations sont en train de se faire pour que ce nombre-là puisse être vraiment accru. Donc, Pascal? Oui, moi je voudrais savoir de votre expérience en France avec votre enfant, quand vous y êtes arrivé. Vous avez donc fait aussi ce parcours-là là-bas. Oui. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, vous avez certainement un institut de référence en France avec lequel vous allez travailler. C'est lequel et comment ça va se passer? Quels sont les premiers contacts? En France, nous travaillons avec la Fondation Elysium, qui est un institut qui vient de l'UNESCO pour le financement des projets au niveau de l'autisme en Côte d'Ivoire et puis en Afrique. Et nous sommes partenaires aussi avec l'EPNAC et puis l'École des hautes études de Paris. Voilà. Eux, ils sont prêts à former tous les orthophonistes qu'on va bien vouloir leur apporter là-bas. Les mettre à niveau. Voilà, les mettre à niveau. Et puis même venir ici pour se charger de la création de ce centre-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour les financements? Pour les financements, il faut dire que nous lançons toujours des appels aux personnes de bonne volonté. Mais vous êtes soutenu par l'État de Côte d'Ivoire, non? Nous avons des partenariats institutionnels. Des partenariats, très bien. Et au niveau de la partie administrative, l'État nous soutient. Mais sur le plan financier, nous lançons des appels de fonds à des sociétés qui veulent bien nous aider. Avec quelle structure vous avez des partenariats institutionnels? Avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de la Solidarité. Voilà. Très bien. Nous avons des partenaires. Élisée? OK. Je pense que si vous voulez construire ce centre, ou du moins la construction de ce centre obéit à une logique. C'est parce qu'on estime qu'il y a des enfants autistes dont il faut prendre en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée un peu du nombre d'enfants éventuellement qui souffriraient d'autisme et qui pourraient éventuellement, dont, je dis, cette pathologie va nécessiter la création de ce centre, en fait? Parce qu'on ne fera pas un centre pour 2 ou pour 3. Non, c'est vrai. Voilà, Au niveau des enfants autistes, il existait un grand nombre d'enfants autistes. Mais c'est quand nous avons commencé à communiquer que les gens se sont dévoilés. Quand vous dites un grand nombre, mais pour l'instant, il était caché, en fait. Caché. Aucun ministère n'a des statistiques encore là-dessus. Les statistiques sont souvent sur une population, on peut dire que 3% de la population est touchée par le phénomène des enfants autistes. Donc, quand nous avons commencé à communiquer, nous avons essayer d'expliquer aux gens que l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une simplement différence. Parce que nous sommes tous différents. Bien sûr. Voilà, tu as ta manière de parler, j'ai ma manière de parler. Lui, il a sa manière de parler. Bien sûr. Donc, un enfant autiste, il ne peut pas communiquer tout de suite avec nous. Mais au fur et à mesure qu'il est pris en charge, les différences tombent. Et il peut communiquer, il peut être même un génie. Les autistes, c'est souvent des génies. Très intelligent. Voilà. Moi, mon fils, aujourd'hui, son directeur dit que c'est la locomotive de l'école. Waouh. Voilà. Parce Bravo. qu'il a su s'intégrer. Aujourd'hui, il veut faire la cuisine. Vraiment, c'est un bonheur pour nous, ma femme et moi. Bien sûr. Nous avons souffert, mais aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà. Alors, ce sera donc à l'épée. Mais imaginons, j'imagine un peu toute la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce qu'après ce centre-là, vous pensez le dupliquer dans d'autres zones de la Côte d'Ivoire? Nous sommes représentés au Bénin, au Togo, à Bouaké, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le nord, tout ça, même au Burkina. La Fondation a des démembrements là-bas. Et il aura combien de places, votre centre d'Abidjan? C'est un centre qui va accueillir à peu près 500 enfants. Ah, 500 enfants. La sous-région pourra en profiter. Oui, 500. C'est un centre qui sera construit sur 2 hectares. Voilà. Élisée? Oui, je voulais juste revenir. Je vois là que vous avez un certain nombre de prix. Oui. J'ai vu plusieurs prix. Est-ce que vous pouvez nous revenir pour nous sur ces différents prix-là? Qu'est-ce qu'ils symbolisent en réalité? OK. Et nous avons reçu le prix de spécial Denis Bokier, qui est un prix qui félicite la Fondation pour ses œuvres
d'insertion des enfants autistes, les œuvres de... C'est un prix obtenu en France. Bienfaiteur, oui. Donnez-moi, voilà, on va essayer de présenter. Et puis le prix médaille Art et Culture pour la paix, qui a été décerné par l'UNESCO, et puis la fondation Jackson Family, la fondation de feu Michael Jackson. Donc ces personnalités-là sont prêtes à nous accompagner pour la construction du centre. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc on remercie ces personnalités-là. Quand on dit accompagnement, est-ce un accompagnement institutionnel ou un accompagnement... Non, c'est des levées de fonds. Très bien, Aujourd'hui, nous attendons l'ACD. Oui. Quand l'ACD sera signée, nous allons organiser un dîner gala, soit à l'Ité l'Ivoire, soit quelque part. Et puis, ces personnalités-là vont faire venir des artistes pour faire lever des fonds avec des institutions sur place. Et ces fonds... Aujourd'hui, en termes de besoins, on parle de combien, si ce n'est pas indiscret? Alors, nous sommes sur un besoin de près de 10 millions d'euros. Ça fait près de 5 milliards, 6 milliards de francs CFA. Voilà, pour construire ce centre-là avec toutes les commodités, les équipements qu'il faut. Mais avec vos différents appuis, vous pensez que ça sera possible, évidemment? Franchement, ce montant-là, ce n'est rien pour la prise en charge des enfants autistes. C'est clair. J'ai visité beaucoup de pays et les autres pays sont sur des montants plus colossaux que ça. Très bien. Barry? Tout à l'heure, vous avez dit que votre enfant il fréquente une école de cuisine, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que pour les enfants autistes, il y a un programme scolaire adapté ou bien ils peuvent faire les cursus comme les autres? En 2015, on avait instauré l'éducation inclusive. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire au niveau des écoles ou bien des collèges, il y avait des professeurs qui étaient formés pour prendre en charge ces enfants-là. Mais il faut dire que ça n'a pas décollé, ça n'a pas vraiment démarré. Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ces formations-là sont en train d'être mises en place. Ça s'appelle l'éducation inclusive. Il faudrait qu'un professeur d'école soit adapté à prendre en charge ces enfants autistes-là. Ce qui se fait en France, en Belgique, au Canada. En Côte d'Ivoire, ça a démarré. Mais on ne voit pas encore des effets. C'est pour ça que nous voulons mettre en place ce centre-là qui va s'occuper spécialement des enfants autistes. Voilà. Et quand un enfant autiste est bien pris en charge, par le centre, il peut aller fréquenter dans une autre école. C'est ce que mon fils fait. Il est dans un institut médico-éducatif et il est dans un collège à Cachan à Paris. Voilà. Très bien. Alors, si vous aviez donc un appel à lancer, non seulement on va dire aux institutionnels, mais aussi à ceux qui aimeraient soutenir de façon peut-être privée, soutenir à ce que ce centre-là voit le jour. Oui, en fait, moi je voudrais dire merci au sous-préfet quand même, le sous-préfet de Brofo-Doumé, qui détient les dossiers de la fondation. Nous avons fini l'enquête Komodo et Komodo. Le sous-préfet s'appelle le commandant Dosso, qui doit faire partie du dossier pour qu'on puisse avoir l'ACD. C'est à partir de l'ACD-là que ce centre-là pourrait être construit. Et donc je voulais lui dire merci parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la documentation. Et donc, nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien nous aider. Nous sommes à Angers, 8e tranche. Le centre a un cabinet d'écoute et d'insertion là-bas. Donc, je peux laisser un numéro? Oui, bien sûr. Je vous en prie, allez-y. 01 02 10 99 15. Reprenez le numéro. 01 02 10 99 15. Très bien. Qui apparaît donc à l'écran. Et puis voilà, ceux qui aimeraient soutenir. Avant de vous laisser partir, vous êtes aussi dans l'immobilier. Oui. Ce prix que vous avez monté tout à l'heure, c'était à l'Ivoire, il y a 2 semaines. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Au Sofitel Hôtel Ivoire. Je suis aussi dans le bâtiment Cité Béthanie, c'est ma société. Donc c'est vous qui décidez qu'elle allez drafter tout ce qui est du centre, évidemment. OK. Nous avons lancé un projet qui s'appelle un artiste en toi. Parce qu'on a regardé la vulnérabilité des artistes qui, quand ils ne sont pas en vogue, ils ne sont pas logés. Et donc, on a commencé à comprendre qu'il fallait aider ces personnes-là. Donc, on a mis en place ce projet de Un artiste en toi. C'est un projet de 8 000 logements, 3 000 appartements, plus 5 000 villas que nous allons démarrer à Songon. Et ce projet est sous le parrainage du chef de l'État. Le maire Bitogo nous a reçus la semaine passée. Le maire de Yopougon, le président de l'Assemblée nationale également. Très bien. C'est ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci et bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir, je vous prie, parce que c'est le Père Noël des enfants autistes. Vous apportez le Père Noël des enfants autistes et vous apportez un plus à l'humanité. Merci beaucoup. Et il n'y a jamais de cas désespéré. Non. Vraiment, bravo. Moi, je dis à travers mon fils autiste, aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone et puis appeler certains ministres. Parce que quel que soit ce qui t'arrive, il faut regarder le revers de la médaille. Le bon côté. Le bon côté. Voilà. Très bien. Alors, vous restez en place. Je pense que vous pouvez intervenir sur notre prochain sujet. Alors, chers amis, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de prolonger de 3 ans l'obtention de papiers pour tous ceux-là qui ne les ont pas encore jusqu'à présent. 3 ans est suffisant ou c'est trop peu? Vos différents avis, commençons par vous, Pascal. Oui, alors on les appelle les sans-papiers, mais je pense que c'est plutôt ce défaut de déclaration de naissance ou ce rétablissement de l'identité, la transcription de l'acte de naissance et tout ce qui tourne autour donc de notre état civil. Cet état civil qui a besoin d'être assaini, d'être mis à jour,
Vous le savez, la Côte d'Ivoire a traversé des moments de crise importants. Mais au-delà, il y a aussi les habitudes de nos populations rurales, mais également les difficultés qu'elles peuvent rencontrer après l'accouchement. Parce que ce n'est pas toujours un réflexe, après avoir quitté le centre de santé, de repartir, se confronter aux autorités pour établir ces papiers-là. Aujourd'hui, avoir un état civil, c'est vraiment la porte d'entrée pour l'emploi, pour la santé, pour l'éducation et pour l'ensemble des actes administratifs. Donc ne pas en avoir, c'est au-delà d'un handicap, c'est un danger. Voilà. Et puis, il y a des enjeux également d'état civil au niveau même des élections, au niveau de l'identification de la population, etc., etc. Donc oui, sur ce délai, si c'est la question que vous me posez, moi je pense que 3 ans, c'est un délai, c'est un bon délai, c'est un délai raisonnable seulement. Si des actes de communication, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur le plateau, sont réguliers et soutenus, mais également de proximité dans nos régions. Monsieur Cablan, votre avis, vous étiez, vous, enfin, en France, votre fils y est. Oui. Alors, ici, donc vous faites les allers-retours. Oui. Il est important et impérieux pour un État, comme Pascal l'a dit, d'identifier ses habitants. Sinon, on a des problèmes. Quelqu'un sans papier, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Et au niveau de la France, nous, on a vu un peu. Quand nous sommes arrivés avec mon fils, il fallait faire la documentation. Bien sûr. Et Dieu seul sait par quoi nous sommes passés. Donc, les 3 ans que le gouvernement a donné, vraiment, c'est salutaire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papier, tu ne peux rien faire sans papier. Donc, je pense que pendant ces 3 ans, il faut maintenant former les personnes, communiquer où les peuvent aller faire les papiers, donner les informations. Donc, c'est la communication qui va débloquer cette situation. Élisée, vous avez eu un cas précis, je crois, dans une ville, je ne me rappelle plus, vous en parliez, un monsieur âgé de plus de 70 ans qui n'avait 89 ans. Voilà, qui n'avait aucun papier, Élisée. Si, qui n'avait jamais eu de papier. En tout cas, vous me donnez l'occasion, Christelle, je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie pour les citoyens qui nous regardent. Tout à fait. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, de transcription d'acte de naissance. Ça a été institué par une loi, la loi numéro 2018-863, du 19 novembre 2018. Et cette procédure-là vise à régler par dérogation aux procédures ordinaires. C'est-à-dire quelqu'un, logiquement, quand un enfant naît, on le déclare. Il s'est avéré qu'il y a certains qui n'ont pas été déclarés. Aujourd'hui, ils sont devenus même des adultes. Comme ce monsieur de 89 ans, à Yamoussoukro. Il était dans un village de Yamoussoukro. Mais comment il faisait justement pour pouvoir... comment est-ce que... Voilà. Non, il y vit. Il vit dans un village de Yamoussoukro. Mais il a bien pu faire des papiers. Enfin, comment il fait? La vie quotidienne. Oui, mais justement, vous voyez, en fait, c'est une très belle question. Ça vous montre que le pays a besoin véritablement que nos dirigeants se rapprochent de l'administration. Des populations. Des populations de l'administré. Ce vieux-là, de 89 ans, a été décelé comment? Je l'ai expliqué la dernière fois ici. Le sous-préfet de Yamoussoukro, qui s'est levé et qui a estimé que, en fonction de cette loi, il était impérieux pour lui, en tant que sous-préfet, de rapprocher l'administration des villages. Et donc, il décide de prendre l'état civil pour aller de village en village pour répertorier ceux qui n'ont pas de papier pour pouvoir faire leur papier. Et c'est dans cette procédure-là qu'il a découvert ce vieux de 89 ans qui lui a été très clair, il n'a jamais eu de papier. Et figurez-vous, c'est 4 générations qui n'ont pas de papier. Parce que si lui n'a pas de papier, on fait le papier des autres avec quoi? Ils n'ont aucun papier. Mais ces enfants n'ont pas fait d'école Non, n'ont même pas pu faire une partie de je dis que de sa descendance n'a même pas pu fréquenter. Donc, ils n'ont même pas pu. Et ça, c'est parce que le sous-préfet a décidé de rapprocher l'administration qu'on a pu voir ça. À cet effet, il a visité 10 villages. Permettez-moi rapidement de donner des chiffres. Vous allez voir. Par exemple, le nombre de personnes déclarées au bout de 3 semaines de procédure. Chaque matin, ils se lèvent, ils quittent Yamoussoukro avec les membres de l'état civil, les gens de la CENAM, les gens de CMU, et ils vont dans les villages. Et ils ont pu inscrire dans le registre 5 899 personnes, dont 1290 élèves du primaire, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école, n'ont pas de papier, 3415 majeurs de plus de 18 ans. Concernant la CENAM, ils ont permis dans ce processus-là de faire enrôler 1886 personnes et 1844 cartes ont été distribuées. Il est allé même loin pour la carte d'identité, parce qu'en même temps, il faut qu'on poursuive aussi la carte d'identité. Il a fait enrôler pour la carte d'identité 448 personnes et 39 cartes d'identité ont été distribuées et 59 corrections ont été faites sur les cartes d'identité. Et il termine par la CNPS.
il a permis de faire enrôler au régime de travail indépendant 1868 personnes. Imaginons qu'il n'ait pas eu cette action délibérée. Mais c'est ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est bien de proroger de 3 ans, mais il faut que l'État, c'est-à-dire que le gouvernement donne les moyens aux agents d'aller vraiment auprès des populations. Parce que ce qu'il a fait là, moi je lui ai posé la question ouvertement au sous-préfet à M. Yeo, à Yamoussoukro, mais comment vous avez fait? Qui vous a financé? Qui a financé justement? Il a dit qu'il a réuni le directeur régional de l'emploi, du ministère de l'Emploi, donc pour la Sénam, il a réuni le directeur régional par rapport à l'ONESI et autres, et il leur a dit, c'est une action citoyenne qu'on doit mener. Moi, je ne peux pas vous dire que j'ai de l'argent pour vous prendre, pour vous accompagner. Regardez vous-même ce qu'on peut faire ensemble. Et chaque directeur a décidé de prendre sur lui la responsabilité d'engager des moyens. Donc c'est ensemble qu'ils ont réussi à réaliser cela. Il devrait décorer. Mais il devrait décorer. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais voici quelqu'un qu'il faut décorer. Tous les directeurs. Donc je pense que cet exemple-là, c'est un exemple à copier, à démultiplier, et l'État doit vraiment donner les moyens pour que cela soit fait. Imaginez 5889 personnes qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil en Côte d'Ivoire. Extraordinaire. C'est excessif. Et ça, ce n'est que dans 10 villages de Yamoussoukro. Imaginez tous les autres villages de Côte d'Ivoire. Marius, comment? Je n'irai pas jusqu'à demander ce qui se passe dans votre village. Non, je n'ai pas osé. Mais votre point de vue justement sur le sujet. Vous imaginez clairement que même dans mon village à Niassue, beaucoup de nôtres n'ont pas de papier, surtout dans les amont. Il faut faire comme le sous-préfet. À Niassue, c'est une sous-préfecture. Nous, on est au moins un peu développé. Voilà, on est au moins un peu développé quand même. C'est l'Est du pays, c'est chez les Agnis. Ça veut dire non. Non, mais en ce jour de Noël, il faut quand même que je parle de ce qui est réel chez moi à Niassue, comme dans la plupart des villages agnis. Mais au-delà de cet aspect des choses, vous avez dans les villages, les hameaux, surtout dans les hameaux, les gros campements. C'est là que se trouvent les problèmes. Et ça, dans nos villages, dans nos grands hameaux, il y a des gros villages qui sont en fait de grands campements, de très gros campements, où les parents ne se soucient pas. Vous pouvez avoir un individu qui est né depuis plus de 30 ans, il n'a jamais mis pied en vide. Comme le disait Élisée, et comme tu l'as souligné pour ce vieux de Yamoussoukro, ils sont nombreux dans nos hameaux, ils sont nombreux dans nos villages. La ville ne les intéresse pas. Donc ils ne sont pas confrontés au parcours administratif. Non, ça ne les préoccupe pas. Ils vivent en brousse. Et ça, bon, voilà. La déclaration des naissances est d'une importance capitale pour tout être humain. Donc, appel à lancer, parce qu'il nous reste quelques secondes, selon ce qu'on nous dit. Non, mais je disais tout simplement qu'il faut vraiment que les parents comprennent, surtout pour ceux des nôtres qui avons été à l'école. Il faut qu'on explique à nos parents la nécessité de déclarer les enfants, parce que cela leur permet que l'État les reconnaisse, que l'État fasse des politiques qui tiennent compte d'eux, de sorte à leur permettre d'aller à l'école, d'avoir des diplômes et de réussir aussi dans la vie. Marie, un dernier mot là-dessus, justement. Bon, je pense que celui qui n'est pas identifié n'est pas reconnu. Ça, c'est clair. Donc, il faut continuer avec la pédagogie surtout. Élisée a donné un indicateur, c'est un échantillon, c'est Yamoussoukro. Le sous-préfet a pris 10 villages de Yamoussoukro. Juste 10 villages, on a 5000 personnes. Donc, si vous essayez de répartir cet échantillon sur le plan national, vous verrez que le nombre il est très important. Il faut pour moi s'appuyer sur les leaders religieux. Parce que généralement, les populations en milieu rural n'ont pas la chance de rencontrer les administrateurs publics. Mais avec les imams, les pasteurs, et les chefs de communauté. Les chefs de communauté, les chefs de... Eux, ils peuvent trouver les voies et moyens pour convaincre ceux qui ne sont pas déclarés de le faire. Parce qu'il n'y a pas de méfiance. Il y a un lien entre eux et ces personnes non identifiées. Là. Mais en tout cas, on ne cessera jamais de dire merci à ce sous-préfet. Élisée, on rappelle sa circonscription. Le sous-préfet de Yamoussoukro, il s'appelle M. Yeo. Monsieur Yeo, sous-préfet de Yamoussoukro. Bravo à vous. En tout cas, on espère que l'État pourra lui décerner une médaille parce qu'il mérite. Les autres sous-préfets et les directeurs également qui l'accompagnent. Et également, c'est un appel à lancer aux sous-préfets, aux autres autorités à l'effet justement de pouvoir faire ceci. On le dit dans l'amour, voilà. Et puis, joyeux Noël à tout le monde. Voilà, joyeux Noël, Pascal, Élisée. Merci, joyeux Noël. Joyeux Noël à notre ami Daouda qui, en ce moment aussi, se porte pas assez bien. Je n'ai pas eu l'opportunité de l'appeler et de lui dire prompt rétablissement. Combien de fois vous l'aimez, n'est-ce pas? J'ai besoin de lui, qu'il soit là et qu'on continue notre travail. Très bien. En tout cas, un joyeux Noël aux équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied, everyday, tous les jours, pour que vous ayez ce plateau, aux équipes rédactionnelles de l'éditorial. Merci à Ibé, notre réalisateur, et Sly, Abou, notre chef de plateau, Mme Sako de la prod, Yacine Toussou, voilà, le directeur
aidez-moi, de l'exploitation d'épée Guy Saoignon, en tout cas vraiment, et le DG lui-même, voilà, Fabrice Saoignon. Merci à vous, j'espère n'avoir oublié personne. Et vous, chers amis, Pascal, gros bisous. Joyeux Noël. Voilà. Élisée, j'allais dire Herman. Marius, Barry, Herman, Daouda, Isabelle, Vauvor, Sarah, Wadili, Ndiaye. Joyeux Noël à tous et à toutes. On vous aime beaucoup, que Dieu nous garde. Au revoir et à demain.